Salut tout le monde, ici Pat de la chaîne Feed Your Brain. Aujourd'hui, on va s'intéresser au troisième voyage de l'explorateur Jacques Cartier. Si vous avez manqué les deux épisodes précédents, je vous invite fortement à aller y jeter un coup d'œil avant d'écouter celui-ci, ça va être beaucoup plus clair. Sans plus tarder, plongeons immédiatement dans l'ultime voyage de Jacques Cartier dans la magnifique vallée du fleuve Saint-Laurent. Les deux voyages précédents de Jacques Cartier avaient eu lieu en 1534 et 1535. Toutefois, il faudra attendre plusieurs années avant de le voir revenir une ultime fois dans la vallée du Saint-Laurent. La raison qui explique cela est simple. Une guerre opposant la France à Charles V d'Espagne reporta pendant quelque temps tout projet d'exploration en Amérique. Malheureusement, pendant leur séjour, tous les Autochtones qui avaient été ramenés d'Amérique moururent, sauf une petite fille. Une fois la guerre entre la France et l'Espagne terminée, une troisième expédition fut mise sur pied. Cartier n'en était toutefois plus le dirigeant. Un militaire, Jean-François Delarocque de Roberval, fut nommé à la tête de celle-ci. Malheureusement, on ne sait pas avec certitude comment Cartier s'est senti face à cette démotion, mais on peut facilement deviner qu'il n'était pas particulièrement heureux. Et quand on regarde les événements suivants, vous allez voir par vous-même que le monsieur n'était pas de bonne humeur. Cartier quitta Saint-Malo le 23 mai 1541 sans Roberval, qui n'était pas prêt. Il commandait 5 navires avec environ 1500 hommes de différents métiers, ainsi que 50 hommes recrutés dans les prisons. Il avait pour mission l'exploration du Canada, d'Hochelaga, du royaume de Saguenay et la construction d'un avant-poste français permanent en Amérique. Cartier remonta ce grand fleuve qu'on appelait alors France Prime, en l'honneur du roi François Ier. Il fut de retour à Stadacone le 23 août dans la joie générale. Il annonça la mort de Donnacona aux habitants du bourg, mais raconta que les autres vivaient en France comme des seigneurs et qu'ils ne désiraient pas revenir, ce qui fit bien l'affaire d'Agona, le nouveau chef de Stadacone. Toutefois, la relation amicale ne semble pas avoir duré. Les Français abandonnèrent le site de Sainte-Croix pour un autre, plus éloigné et plus sûr, à l'embouchure de la rivière du Cap-Rouge. On baptisa le nouvel établissement Charlesbourg-Royal et 2 forts y furent érigés. Les arbres appelés anédas y étaient abondants, ce qui était important pour survivre à l'hiver. De plus, on y trouvait des petites pierres qu'on crut être des diamants, d'où le nom de capodiamant, ainsi que des feuilles d'or fin. En geste d'amitié et de confiance, Cartier confia 2 jeunes garçons à son ami, le chef d'Achelassy, un petit établissement situé au pied des rapides de Richelieu, pour qu'il leur enseignât sa langue. On ignore ce qui s'est passé exactement pendant cet hiver-là. On sait qu'il y eut une nouvelle épidémie de scorbut et il semblerait que les gens de Stadacone aient tenu le petit établissement en constant état de siège, tuant plus de 35 Français. Comme Roberval n'était toujours pas arrivé, Cartier abandonna les lieux en juin 1542 et mit les voiles pour la France. À Terre-Neuve, il retrouva Roberval, qui lui ordonna de faire demi-tour et de le suivre dans la vallée du Saint-Laurent. Croyant qu'il avait à son bord bonne quantité d'or et de diamants, et ne voulant pas à nouveau faire face aux Autochtones devenus belliqueux, Cartier désobéit et fuit vers la France en pleine nuit. Roberval se retrouvant ainsi dépourvu de main-d'œuvre et d'hommes d'expérience. Il se rendit néanmoins à Charlesbourg-Royal, qu'il rebaptisa France-Roi. L'hiver suivant fut désastreux et une 50aine d'hommes moururent du scorbut. Apparemment, Cartier aurait omis d'expliquer à Roberval comment combattre cette maladie.
Au printemps 1543, les Français, fortement éprouvés et affaiblis, reçurent l'ordre de rentrer en France car une nouvelle guerre venait d'éclater. Le petit établissement français fut abandonné. Quant à Cartier, l'or et les diamants qu'il ramena avec lui étaient faux. L'or était en fait de la pyrite de fer et les diamants du quartz sans valeur. Cet épisode tourné en dérision donna naissance à l'expression « faux comme diamant du Canada ». Il termina sa vie à Saint-Malo, en Bretagne, où il mourut en 1557. Il fallut attendre Samuel de Champlain pour qu'une nouvelle tentative de colonisation soit entreprise dans la vallée du Saint-Laurent 6 décennies plus tard. Le père de la Nouvelle-France constatera alors que les villages de Stadacona et d'Hochelaga avaient complètement disparu, tout comme les populations iroquoiennes qui y avaient habité. La vallée du Saint-Laurent était désormais le domaine des Algonquiens. Qu'est-ce qui explique ces mystérieuses disparitions? Des guerres entre nations? Des épidémies? Nul ne le sait. Il s'agit d'une des plus grandes énigmes de notre histoire. En 2005, les vestiges de Charlesbourg-Royal furent mis au jour. Des fouilles archéologiques ont permis de récupérer plus de 6000 artefacts ainsi que les fondations d'au moins 5 aires de construction. Malheureusement, le site a depuis été abandonné, croyez-le ou non. Or, il s'agit d'un site unique et les artefacts qui s'y trouvent sont extraordinairement précieux. Je vous invite donc à communiquer avec votre député sans plus tarder et afin d'exiger que des sommes raisonnables soient allouées à la préservation et à l'exploration de ce site extraordinaire. Le site exact du village d'Hochelaga n'a jamais été déterminé avec certitude. Toutefois, en 1885, les ouvriers d'une sablière découvrirent les vestiges d'un village iroquoien dans le quadrilatère actuellement délimité par les rues Sherbrooke, Metcalfe, de Maisonneuve et Mansfield. On y met au jour des poteries, des outils en os et en pierre, des pipes en argile cuite, des traces de foyers, des ossements d'animaux et des sépultures humaines. Puis en 2016, des travaux réalisés sous la rue Sherbrooke mettent au jour d'autres vestiges de ce qui pourrait être le même village. S'agit-il d'Hochelaga? Pour ce qui est du site exact de Stadacona, le mystère demeure également. En se basant sur les écrits de Cartier et les recherches sur les villages iroquoiens de l'époque, l'archéologue Michel Plourde émet l'hypothèse que le bourg se trouvait sur la rive sud de la rivière Saint-Charles, possiblement dans les secteurs de la rue Marie de l'Incarnation et du cimetière Saint-Charles, ou encore près de l'actuel lieu historique national Cartier-Brébeuf. Aujourd'hui, de nombreux sites rendent hommage à Jacques Cartier. Les Montréalais penseront immédiatement au magnifique pont qui relie la ville à la rive sud et à la charmante place Jacques-Cartier au cœur du Vieux-Montréal. Son nom a également été donné à une rivière qui traverse un superbe parc national dans la région de Québec. D'innombrables rues, boulevards, parcs, écoles et immeubles portent son nom partout au Québec et au Canada. De nombreuses statues et monuments ont également été dédiés à sa mémoire. En France, les restes du grand explorateur se trouvent dans la cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo. À tout le moins, sa tête. Plusieurs monuments, bustes et statues rendent hommage à Cartier, notamment à Paris et à Saint-Malo. Un magnifique rosier porte également son nom. Alors voilà, c'est tout pour le 3e et ultime voyage du grand Jacques Cartier dans la vallée du Saint-Laurent. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris une chose ou deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un pouce levé,
à vous abonner à notre chaîne et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.